y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. 75 minutes d'ennui et 20 minutes de folie pour ce match tout simplement incroyable qui a eu au Parc des Princes dimanche entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. Dimanche 13h, horaire inédit pour cette 33e journée de Ligue 1 qui a vu les hommes de Mauricio Pochettino l'emporter sur le fil contre des Stéphanois vaillants qui n'ont pas démérité lors de cette rencontre mais qui repartent bredouille de cet affrontement. Avec moi à mes côtés, donc Tripi Maconda qui est déjà venu dans Passion Saint-Germain, ancien Titi et joueur du Paris Saint-Germain. Ça va Tripi après ce match? Écoute, là je suis soulagé là. C'est vrai que c'était compliqué, mais après la victoire du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne, là je suis détendu. Et tu t'es également remis des émotions de cette semaine après la brillante qualification contre le Bayern Munich que t'as commenté notamment sur France Bleu. Ouais, je suis consultant à France Bleu Paris sur les matchs de Ligue des Champions. Bah ouais, on s'est remis des émotions parce qu'au final, il y a eu ce match contre Saint-Etienne. Mais c'est vrai que ce fut une soirée très stressante, cette qualification contre le Bayern. Une semaine vraiment mouvementée et qui se termine également avec beaucoup de pression, avec également un supporter stéphano avec nous qui aura le moyen de défendre ses couleurs parce qu'ils ont tout sauf démérité sur cette rencontre malheureusement. Donc ce sera Alex qui sera le porte-parole des Verts. Salut à toi Alex. Salut Raphaël, salut Tripi. Salut. Alors, on va débriefer ce match, mais quelle est ta première réaction à chaud de ce... C'est dur, hein. C'est dur. Enfin, déjà, le match en lui-même était pas simple à regarder jusqu'à la 75e. Et forcément, le finir comme ça, ouvrir le score, derrière, tu te fais égaliser, tu réégalises toi derrière, et puis finalement, tu perds dans les dernières secondes, ça fait mal. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est le foot. Et puis quelque part, on aime aussi le foot pour ces scénarios-là. On préfère quand c'est pour son équipe. Exactement. On va quand même faire un petit état des lieux des Stéphanois sur les derniers matchs. On en parle en off. Saint-Etienne qui était dans le dur jusqu'au mois de mars avec beaucoup de matchs en victoire. Et là, sur les 4 derniers matchs, 3 victoires quand même, notamment un 4-1 là, dernièrement contre Bordeaux avec un triplé de Wabi Kazri, donc 2 sur penalty, mais un triplé quand même. Et mais c'est vrai que Saint-Etienne, vous étiez sur une bonne dynamique. Et surtout avec un Etienne Green étonnant dans les buts qui avait sorti notamment un penalty à Nîmes si je me trompe pas. Tout à fait. L'incroyable, bien nommé Etienne Green. Très bien nommé. Qui arrive là comme par magie et qui a fait un gros premier match à Nîmes en sortant notamment ce penalty évidemment. Mais bon, il a fait aussi un bon match hormis le penalty et on aurait bien aimé qu'il réitère ça contre Mbappé tout à l'heure, mais bon. Malheureusement, ça s'est pas fait. Après, c'est vrai qu'on était on était plutôt sur une bonne dynamique, comme tu disais, 3 victoires sur les 4 derniers matchs, malgré cette grosse défaite contre Monaco entre-temps, 4-0. Mais bon, qui peut arrêter Monaco en ce moment? Très compliqué. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on était sur une bonne dynamique. Après, je pense que c'était aussi l'objectif du club, à mon avis, de ramener un maximum de points avant le PSG. Parce qu'on c'est toujours pareil, le PSG, même s'il y avait 3 défaites consécutives au parc, on sait que ça reste le PSG et que c'est très compliqué d'y aller avec ses armes et de ramener des points de là-bas. Et puis nous, on a quand même un calendrier qui est quand même pas simple parce qu'on va jouer pas mal d'équipes qui jouent encore quelque chose dans ce championnat. On va jouer à Lille d'ailleurs dans quelques semaines. Et je pense qu'à mon avis, les Parisiens seront des fervents supporters. On sera des grands supporters. Je pense qu'on sortira les chants des années 70. C'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On compte sur vous. Mais voilà, il y aura ça. Il y a Montpellier aussi. Il y a quelques équipes qui ont des trucs à jouer là quand même dans les 4-5 derniers matchs. Et je pense que c'était aussi l'objectif d'arriver avec un nombre de points. Et c'est dommage, malheureusement, de ne pas avoir confirmé ça cet après-midi. C'est surtout que je pense qu'en termes de timing, Saint-Etienne ne pouvait pas trouver meilleur timing pour jouer un Paris Saint-Germain quand même décimé avec beaucoup d'absents, euphorie de la qualification avant les demi-finales de Ligue des Champions à venir.
Toi, Tripi, tu as vraiment vécu ça en inside. Comment tu as vécu ces derniers jours avant ce match, donc après la qualif, et te dire, ah ben merde, dimanche, il y a cette confrontation contre Saint-Etienne, parce que Lille a fait un match nul entre-temps contre Montpellier, donc là, il y avait quelque chose à faire pour rattraper le retard à seulement 6 journées de la fin. Bien sûr, après la contre, il y en a qui vont dire que c'est la contre-performance de Lille, il y en a qui vont dire qu'ils sont quand même laissé une chance, qu'ils ont encore leur destin entre les mains. Mais là, le Paris Saint-Germain devait gagner aujourd'hui, chose faite contre eux. J'ai trouvé un Saint-Etienne quand même très concerné, très concentré sur le match. Après, voilà, les gens, quand ils viennent au Parc des Princes, ils ont compris la recette. Hein. Oui. C'est bloc bas médian, et puis après, on mise sur des contre-attaques. Et Amouma, pour le coup, a fait une prestation vraiment correcte avec Razri devant, et surtout la rentrée de Bouanga aussi qui a été très très intéressante. Qui est impliqué sur les 2 buts d'ailleurs. Ouais, tu vois, donc ça a été très très intéressant. Maintenant, ils nous ont mis en difficulté sur les dernières minutes là, qui nous ont un peu mis du stress. Je pense du côté stéphanois et du côté aussi parisien, même si c'est Paris qui a gagné au final. Mais j'ai trouvé. Après, c'est une heure aussi, 13h, très en hypovigilance. C'est l'heure de la sieste. Tu vois. Bah oui, c'est vrai que là, c'est un peu l'horaire première ligue du samedi. Là. C'est mais tu vois, avant de manger. Mais tu vois, en Angleterre, en Bundesliga, et même en Italie, ils sont calés dans ça. Alors qu'en France, tu l'es pas trop, parce que c'est des horaires qui sont inhabituels. Donc ça a été par rapport aux droits TV et tout ce qu'on veut, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, c'est une heure où après une qualification quand même exceptionnelle contre le tenant en titre, le Bayern de Munich, tu arrives dans une heure, 13h, où c'est compliqué, où tu as du mal à faire marcher la machine, à mettre la machine en route. Donc ça ronronne un peu. Oui, puis tu décales en plus toute la préparation pour les joueurs, il me semble. Enfin, il y a qu'un repas au lieu de 2, il y a des choses comme ça, quoi, qui sont quand même. En fait, tu manges du riz et des pâtes à 9h du matin. D'accord. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. C'est déjeuner plutôt salé, quoi. Voilà, c'est un déjeuner plutôt salé, et voilà, ça reste quand même compliqué. Mais voilà, le Paris Saint-Germain a fait le job. C'est 3 victoires, ça permet aussi de gagner aussi à domicile, ce qu'on n'avait pas fait depuis très très longtemps, je pense depuis février, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. Oui, parce qu'entre-temps, il y a eu PSG Nantes, PSG Monaco. Comment ? Incroyable du PSG contre Nantes, quand même, c'est improbable, quand même. Ouais, mais comme je t'ai dit, c'est en fait cette année, si on fait des comparatifs, c'est le PSG en Ligue 1, c'est eux qui doivent faire le jeu. Donc ils ont quand même du mal face à des blocs épiques, compacts, blocs bas qui partent en transition, et un PSG en Ligue des Champions qui, pour le coup, eux laissent la position de balle à l'adversaire, se mettent dans un bloc aussi bas mais assez dynamique, et procèdent en verticalité, en transition, où quand tu as Neymar et Mbappé dans le carré vert, dans le rectangle vert, ça va vite, tu vois. On est dans cette philosophie-là, on est dans cette physionomie-là de la saison du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, en championnat, ce qui est bien, c'est qu'il y a le sprint final. Il y a Lille qui est devant, il y a le Paris Saint-Germain qui est derrière, il y a Monaco aussi qui revient, qui est même là, qui est au coude à coude. Donc le PSG ne doit pas se relâcher. Je pense que c'est ça aussi qui est excitant par rapport aux joueurs. Tu vois, c'est ce contrat qu'ils se sont mis dans la tête, et de poursuivre Lille, qui peut-être fera un faux pas, du moins je l'espère, et que le Paris Saint-Germain pourra passer devant. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la fin de saison en haut de tableau va être vraiment haletant, parce que même si le PSG doit faire des choix, même si le PSG a beaucoup de matchs, à partir de dimanche, donc le jour du match, Paris allait avoir 6 matchs en 17 jours. Entre les matchs de Coupe de France ce mercredi contre Angers, entre les matchs de championnat et la Ligue des Champions à venir, c'est vrai que ça fait beaucoup de matchs pour les Parisiens. Mais on va revenir sur les compositions et sur les absences qu'il y a eu côté parisien et également côté stéphanois. Donc composition composée de Green dans les buts, Debuchy côté droit. Alors dans l'axe, Cissé, Moukoudi, Traoko à gauche, milieu de terrain avec Camara, Youssouf, Neyou, Monet Paquet dans les couloirs avec Amouma et Kazri devant. Et côté parisien, donc c'est Rico qui a remplacé Navas,
Florenzi côté droit, Kerrer, Kimpembe qui pallie l'absence également de Marquinhos, Bakar à gauche qui remplace également Diallo, Danilo Herrera, Sarabia. Alors Danilo Herrera au milieu de terrain pour pallier également les absences de Verratti et de Paredes et de Gaï aussi, Rafinha position numéro 10, même si Verratti rentrera en jeu à 20 minutes de la fin, Verratti a commencé sur le banc. Et avec devant Sarabia sur un côté, Keane de l'autre, Mbappé en pointe. Là, à ce moment-là, je vais poser une question, Trippi, c'est simple, est-ce que, avec cette malédiction à domicile et cette fatigue, est-ce que tu voyais un match âpre à ce point où tu pensais quand même les Parisiens capables de dérouler et d'essayer de ramener les 3 points sans trop se fatiguer avec les échéances à venir? Honnêtement, non, parce que comme je t'ai dit, les équipes, quand elles viennent au Parc des Princes, voilà, elles procèdent à une stratégie de match. Donc forcément, oui, tu t'attends peut-être à avoir plus de dynamisme, plus d'intensité, mais c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Je pense qu'on est, pas mal de gens ne le savent pas, mais c'est compliqué de jouer face à un bloc bas, de trouver vraiment la manière de les contourner. Je pense qu'on l'a quand même fait un petit peu aujourd'hui, à trouver Florenzi qui a mis quand même pas mal de centres, Bakar un peu moins. Mais tu vois, pour contourner en fait un bloc équipe qui est bloc bas, c'est de passer par les côtés. Donc on l'a fait. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi l'apport de Rafinha qui est un joueur en mouvement. Donc le fait d'être en mouvement, ça permet de déstabiliser, on va dire aussi l'équipe adverse parce qu'ils savent plus trop qui prendre, tu vois, à quel moment. Donc il y a eu de choses très intéressantes, mais sans intensité. C'est ça en fait la difficulté. Et comme je t'ai dit, avec l'horaire inhabituel, 13h, bah, c'est compliqué de trouver vraiment ce punch-là qui va permettre de transcender, on va dire, les joueurs. Maintenant, on va remercier Mbappé, parce que pour le coup, c'est quand même lui qui nous sauve sur ce match-là, parce que cette rage de vaincre, le fait d'être compétiteur comme il est, ça a permis aussi de galvaniser toute l'équipe. Parce que voilà, tu vois, quand on voit l'entrée de Di Maria, tu vois l'entrée de Di Maria quand il rentre, tu dis mais vas-y, au bout d'un moment, valait mieux pas le faire rentrer. C'est surtout que Di Maria avait présenté une très bonne copie par rapport à son match retour contre le Bayern et c'était assez étonnant. Enfin, moi j'étais étonné de voir un Di Maria en dedans à ce point-là contre le Bayern et là quand il est rentré contre Saint-Etienne, c'est vrai que s'il avait cet état d'esprit-là ou si on le sentait un peu en dedans, il fallait peut-être faire ça. Non, mais t'as raison. Après, est-ce que peut-être il était en dedans parce que physiquement, il a quand même s'est énormément dépensé sur le match contre le Bayern de Munich. Donc c'est vrai que quand il rentre, tu te dis, ah là là, si tu commences pas à faire les efforts, ça peut être compliqué parce que quand il n'était pas rentré, donc quand les 3 changements n'étaient pas effectués, le bloc équipe du PSG était quand même assez compact. Ça veut dire dans les transitions défensives, ça arrivait à se remettre vite en place, tu vois. Donc ça, j'avais trouvé que c'était quand même pas mal. Contrairement à d'autres fois où le PSG était scindé en deux très rapidement. Mais au final, il te sort le penalty, donc c'est lui qui fait la passe à Mbappé, et le centre pour Icardi. C'est ça. Donc, tu vois, sa performance, elle a complètement changé. Exactement. Et tu dis, tu les remercies les deux, avec Icardi aussi qui revient de blessure et qui met le but décisif. Et comme j'avais mis sur un tweet, ça me rappelle le but de Matuidi. J'avais répondu de Matuidi contre Metz, même s'il n'y a pas eu le titre, mais je te parle plus dans la sensation, tu vois. C'est vrai. Dans la sensation, dans le sentiment, dans l'émotion que ça procure. Après, maintenant, si le PSG termine champion, tant mieux. Mais c'est plus dans cet état d'esprit-là que j'avais mis ce tweet-là. C'est vrai, non, mais bien sûr, évidemment, c'est vrai que ce but-là avait fait un peu ce déclic et ce boom qui était vraiment important pour le sprint final, pour le titre. Mais du coup, je vais revenir sur ce qu'a dit Trippi pour toi, Alex. Là, Saint-Etienne affrontait à Paris Saint-Germain et comme le disait Trippi, en fait, à chaque fois, le 11 de départ change, donc les joueurs se trouvent moins, les automatismes sont moins là. Et quand tu arrives au premier quart d'heure de jeu et que tu vois les Parisiens un peu timorés, etc., tu penses que... Enfin, je te parle pour toi en tant que supporter, mais également si tu penses à la place de Claude Puel, tu penses que Saint-Etienne voulait vraiment profiter de ce timing, on va dire, plutôt bon pour jouer les 3 points et créer un peu cette sensation, ou plutôt se dire, on va essayer de gérer et arriver peut-être à un match nul 0-0 comme ce que le match avait l'air de se diriger avant cette fin de folie. Moi, je pense que tout compétiteur qui rentre sur une pelouse, même si tu rentres au parc, même si tu rentres sur la pelouse du Bayern, bien sûr. Tu rentres pas pour jouer un point, tu rentres pour gagner. Voilà. Alors bien après, sûr, évidemment,
tu connais tes possibilités aussi. Forcément, tu as un adversaire et après, tu fais en fonction de ton adversaire. Après, moi, honnêtement, je pense que Puel, je pense qu'il y allait en se disant qu'il y avait un coup à jouer. Forcément, quand tu vois la liste d'absents, t'as Neymar qui est suspendu, Marquinhos qui est blessé. Voilà. Et puis même la dynamique, excuse-moi de te couper, la dynamique au parc, tu vois, avec les défaites que le PSG réalise au parc. T'avais 3 défaites en Ligue 1, plus une en Ligue des Champions. Bon, voilà, mais enfin, forcément, je pense que voilà, Claude Puel se dit qu'il y avait un truc à jouer. Et puis, on parle de votre dynamique, mais on parle de la nôtre aussi. Nous, là, on revient un petit peu, on sort un petit peu de l'eau. Et voilà, même si on a encore ces petits points là à jouer pour être sûr du maintien, on n'a plus trop cette pression du maintien. Parce que là, voilà, quand on regarde derrière, on sait à peu près entre qui ça va jouer pour les 3 dernières places. Et voilà, et c'était aussi l'occasion, à mon avis, pour les joueurs de jouer libérés et plutôt correct, sérieux, et je trouve que c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait aussi sur l'ensemble du match, même si ça a parti un petit peu en cacahuète à la fin forcément, c'est quand même bien parti au début, parce que je vais revenir un peu sur les faits du match de la première mi-temps. Ça n'a pas non plus été la plus belle première mi-temps, mais entre quelques offensives, notamment Rafinha qui avait tenté sa chance à la 8e minute, également Florenzi qui a porté sur son couloir droit, qui avait centré également pour Sarabia, mais Green qui était vraiment bien en place. On va dire que la première grosse occasion du match était vraiment ce coup franc de Sarabia qui avait été bloqué par Rafinha à la 30e minute, et Danilo derrière qui la reprend, mais un peu trop il savait qu'il allait rater déjà. Ouais, bah après Danilo, c'est pas le plus habile de ses pieds du côté parisien, donc forcément. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, ce qui m'avait fait un peu plaisir, c'était que déjà on avait vu Paredes inscrire un coup franc à Strasbourg, Neymar n'était pas là. Là, on voit Sarabia. Enfin, en fait, on se rend compte qu'à Paris, il y a quand même beaucoup plus de talent entre guillemets qu'on peut l'imaginer, et on oublie que Sarabia. Et beaucoup plus que certains qui le résument à Mbappé et Neymar. Non, bien sûr. Non, mais après. Après, forcément, là, sur cette fin de saison, donc les mois, on va dire les mois cruciaux, tout ce qui est à partir de mars, là, tu vois que le PSG a quand même un banc très fourni, parce qu'on arrive à changer des joueurs, même si les automatismes ne peuvent ne pas être là. Mais on arrive à avoir des joueurs concernés. On sait que Sarabia, il a eu le Covid, ça a été très dur pour lui pour revenir. On voit qu'il revient, qu'il essaie de se refaire la malle. Il y a eu Rafinha aussi qui a eu le Covid, qui a eu aussi une blessure. Tu as Verratti qui revient. Voilà, tu vois, tu as aussi Herrera qui était blessé, donc ça revient aussi. Il y a Danilo. Donc tu vois que tout le monde commence à refaire surface sur ces derniers mois de fin de saison à vivre. Et forcément, tu es obligé de faire des choix. Et je pense que les choix que Pochettino fait en ce moment sont très cohérents par rapport à toutes les coupes que le PSG est en train de jouer. Maintenant, c'est aux joueurs de prendre conscience qu'il y a quelque chose de grand à jouer, que ce soit en Ligue des Champions et même en championnat, parce que comme l'a rappelé Mbappé, c'est la 10e. S'ils arrivent à gagner le titre de champion de France, en même temps, tu as cette double confrontation contre Manchester City qui peut être très très intéressante. Ça va être un match entre le jeu de position et le jeu de transition, tu vois. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être pour moi, si je suis à leur place, moi je serais trop excité. Moi, comme Mbappé, je jouerais tous les matchs. Hein. Et comme tu l'as très bien dit, la 10e, hein, c'est pour attraper le record d'un célèbre club vert également de Saint-Etienne qui détient actuellement le record. C'est un symbole. On déplaise de Marseille qui nous mettent 2 championnats d'avant-guerre là qui comptent pas, ils sont toujours à 9. Hein. C'est bien. Leur championnat de 93 qui a été enlevé parfois. Beaucoup. Aussi, voilà, c'est très important de le préciser. Là, on est d'accord entre Stéphanois et Parisiens, c'est important de remettre les choses à leur place, c'est important. Non mais voilà, mais c'est vrai que il y a aussi ça. Moi, j'ai un petit peu ça aussi dans un coin de ma tête, et c'est vrai que là, c'est vrai que si on voyait les Parisiens gagner ce championnat, on le sait, on aurait plus ce petit record. C'est bon, les records, maintenant on a du mal à les battre. Donc voilà, mais c'est vrai que là, la 10e, là, de toute façon, après, comme on le disait Raphaël tout à l'heure, ça va arriver à un moment ou à un autre pour le PSG. Voilà, c'est ça, ça va arriver à un moment ou à un autre, mais c'est toujours bien tant qu'on a le record, on essaye de le pousser autant qu'on peut et d'aller au bout justement pour empêcher les échéances. Mais en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Et je voulais revenir sur cette fin de première mi-temps, parce que ce qui était intéressant, c'était côté vert. Moi, j'ai trouvé un bloc. Alors, je vais te lancer, Alex.
un bloc stéphanois vraiment compact et plutôt serein. Alors déjà, comme on en parlait, Etienne Green, pour son âge et sa faible expérience au haut niveau, je le trouve très serein sur sa ligne. Et j'ai vu un Harold Moukoudi qui, pour sa première saison à Saint-Etienne, voilà, il a été prêté entre-temps en Angleterre. Ça n'a pas toujours été ça. Et là, je trouve qu'il revient vraiment bien. Et même Traoko qui enchaînait les bonnes et les moins bonnes prestations, je trouvais vraiment on va dire une assise défensive assez intéressante sur cette première mi-temps côté vert. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Alors, Etienne Green, c'est le troisième match. C'est vrai que moi, j'ai été très étonné, surtout par le premier match où t'es quand même une pression, quoi. T'es là depuis 11 ans, t'arrives en plus. Etienne Green, c'était, je crois, si je dis pas de bêtises, le 4e gardien au début de la saison, ou le 3e. Il arrive là, donc il est propulsé sur le devant de la scène et nous fait un très bon match à Nîmes. Puis après, derrière, il a enchaîné. C'est vrai c'est vrai qu'on le sent très serein et jamais vraiment paniqué, pas stressé par l'événement, même aujourd'hui, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on allait quand même au parc, qui reste quand même, voilà, quoi. On joue face au PSG, qui joue le titre, donc forcément, voilà, l'enjeu est. Et alors, certes, à Nîmes, il y avait le maintien et c'était un concurrent direct, mais là, c'est encore autre chose. Et c'est vrai qu'on le sent très serein. Moukoudi, c'est une bonne confirmation aussi cette année. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Il avait joué un petit peu, puis après, il avait été prêté en Angleterre. Je sais plus dans quel club d'ailleurs. Brentford, non c'est non, possible. Là, tu parles de Green ou Moukoudi? Moukoudi. Moukoudi, je crois que c'était Brentford, mais je suis pas sûr, mais je crois que c'était Brentford. C'était en Angleterre, c'est sûr, c'était en Championship. En D2, ouais. Et c'est vrai que il revient très très fort et c'est pareil, il est assez serein et puis c'est vraiment il est là en mode patron, quoi, tu vois, voilà, quoi, il n'hésite pas à y aller, à aller au combat et ça fait maintenant quelques matchs qui fait des très bons matchs encore aujourd'hui. C'est vrai que je l'ai trouvé très très serein. Après bon, sur le deuxième ou le troisième, je crois que c'était il s'est merdé sur un début. On y reviendra après dans tous les cas, mais bon, je vais te faire un petit mea culpa. J'ai vérifié entre temps, c'était Middlesbrough. Il a été prêté à Middlesbrough en 2020 et non à Brentford. Mais là, je voulais en venir. Ouais. Et là, je voulais en venir, c'est qu'avant la mi-temps, 43e minute, je vais vous poser une question à tous les deux, les gars. Alors, 2 minutes avant, il y avait déjà cette intervention de Green sur un centre de Sarabia et également sur une frappe de Rafinha. Mais à la 43e minute, Mbappé qui était démarqué dans la surface, qui a tiré un peu en glissant et au final, on a vu Moukoudi tacler la jambe d'Mbappé après la frappe. Donc, l'arbitre n'a pas accordé le penalty. Pour vous, il y a penalty ou pas, messieurs? Pour moi, non, logiquement. Après, moi, de ce que j'ai vu sur les ralentis, il y a un mini contact. Donc après, si on cite tous les contacts, t'en penses quoi? T'en penses quoi, ça, Trépi? Franchement, moi, dès que j'ai vu l'action, je me suis dit penalty, parce que c'est vrai qu'il frappe et qu'après il y a le tac qui vient derrière qui touche quand même le talon d'Achille, la cheville de Mbappé, mais il est vrai que voilà, il avait déjà frappé, le ballon était déjà parti très loin. Oui, c'est ça. Ça vient après, donc forcément après réflexion, tu dis bon, il n'y a pas penalty, mais sur le coup, je peux te dire qu'il y avait, j'étais en train de crier dans mon salon, en train de me dire mais là il y a penalty, tu vois. Alors moi j'avoue aussi que comme Trépi sur le coup, je me suis dit oula, là ça sent mauvais. Et après c'est vrai que c'est en regardant le ralenti que je me suis dit non, c'était, enfin voilà. Ouais, il a déjà tiré, en fait il a déjà tiré, le ballon est déjà parti tuer des canards que. C'est ça, voilà. Après s'il lui avait démonté le pied, évidemment, même s'il avait commencé à tirer, évidemment, voilà, il y aurait eu carton, enfin voilà, mais non, mais là ouais, moi je pense, honnêtement ouais, je pense qu'il n'y avait pas pénalty. Ça me fait plaisir d'entendre qu'à Paris on pense la même chose. En tout cas, s'il y avait eu l'impact du tacle au moment où il frappe, tu vois. Là, ok, là tu peux dire qu'il c'est même pas il peut, c'est y a plein. Son tacle vient peut-être franchement une millième de seconde après, donc ouais, tu dis bon quoi, il n'y a pas de penalty. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le score de 0-0 à la mi-temps est plus ou moins mérité pour les deux équipes. Hein. Il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, au retour des vestiaires, double changement côté stéphanois. Donc, Banga qui remplace Monet Paquet, Nordin qui remplace Youssouf. Moi, j'étais un peu surpris que ces deux joueurs ne commencent pas le match. Quand j'ai vu Monet Paquet titulaire, désolé pour ce petit tacle gratuit, mais je me dis Kevin Monet Paquet qui joue encore à Saint-Etienne, j'ai été... Alors, moi, je suis très content.
il sera toujours là-bas, un peu comme Souleymane Camara, tu sais, c'est le mec, t'as l'impression qu'il bouge pas, tu vois, genre c'est toujours la même. Enfin, j'étais vraiment surpris de le voir encore là-bas. C'est vrai que Monet Paquet, voilà, c'est le bon joueur. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un guerrier, tu vois, il rentre sur le terrain, voilà, il est toujours là, il mouille le maillot. Mais bon, après, c'est vrai qu'au niveau des performances, c'est plus compliqué. Et ça s'est encore confirmé d'ailleurs cet après-midi. Hein, voilà. Enfin, moi, sa première mi-temps, je m'en souviens à peine, quoi, tu vois. Il m'a pas marqué plus que ça, quoi. Donc voilà. Mais bon, ouais, c'est vrai que oui, il est toujours là et je pense qu'à mon avis, il va finir sa carrière à Saint-Etienne, Kevin Monet Paquet. À mon avis, je sais pas dire jusqu'à Mais il quand. sort pas des croisés? Il a pas eu des croisés il y a quelque temps? Si, il a eu les croisés, ouais. Il a fait même double croisé. Il a fait un genou et derrière, il a fait l'autre genou. Donc après, oui, moi j'aime ça va bien. mettre. T'aimes bien Kevin Monet Paquet? Ouais, moi après j'ai eu la chance de le connaître quand j'étais en espoir, peut-être une sélection, mais j'aime bien le côté humain qu'il a. Et puis même ça fait très longtemps qu'il joue. Déjà ça fait très longtemps qu'il est au haut niveau. Ah, plus de 200 matchs à Saint-Etienne. Même à part Saint-Etienne, ça fait depuis je sais pas il a commencé à quel âge, tu vois. Ouais. Et puis même, voilà, c'est un bon joueur collectif, tu vois, c'est un bon gars dans un vestiaire. Ah, mais par contre, ça se voit que, enfin voilà, puis après c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, quand il arrive, il est là, c'est un mec, tu peux pas lui reprocher de rentrer sur Internet, d'avoir rien à foutre, quoi. Tu le sens toujours concerné, toujours là. Après, c'est vrai que les performances, putain, des fois tu te dis merde, quoi, mais pourquoi? Mais bon. Après, c'est un peu l'image de Saint-Etienne de ces 2 dernières années, offensivement, même depuis Beric. Hein, c'est vrai qu'offensivement, Saint-Etienne, c'est un peu en dents de scie et on va le voir par la suite sur cette deuxième mi-temps que les joueurs qui ont remplacé Monet Paquet et Neyou auront fait bonne impression et seront décisifs par la suite. Jusqu'à la 60e, pas grand chose, mais là on voit les Parisiens être de plus en plus entreprenants sur la partie offensive. 59e minute, encore une fois Rafinha qui conclut une frappe après un bon contre de la part du PSG, une frappe contrée. Mbappé qui s'y met également, qui frappe. Mais ça passe, je crois, de peu à côté du but. Et en contre-attaque, Amouma pareil sur un centre, il dévie un ballon et Rico se couche pour arrêter le ballon. Et à la demi-heure de jeu, on sent que, enfin moi personnellement, je sais pas vous, mais moi je sentais que le match pouvait finir à 0-0, mais qu'un but pouvait vraiment tout changer. Surtout quand on a vu les changements à suivre, hein. On a vu Debuchy sortir sur blessure et être remplacé par Mouefek, et on a vu le triple changement côté parisien. Là, la 67e minute, Ripi, Pochettino, il indique clairement les intentions. Il fait sortir Sarabia, Rafinha et Keane, Di Maria, Verratti, Icardi. Là, clairement, il tente le tout pour les 3 points. Forcément, l'heure tourne, le stress augmente, la frustration commence à prendre le dessus sur le plaisir. Donc forcément, là, le coach, il effectue 3 changements quand même, on va dire, décisifs, parce qu'Icardi marque et on marque sur un centre de Di Maria. Et je trouve que la rentrée de Verratti a été d'une clairvoyance, parce qu'il a été là, surtout dans cette position un peu hybride de numéro 10, où il a commencé un peu à distiller les ballons. Donc forcément, voilà, c'est clairement un message pour dire, bon, écoutez, mes cocos, là, au bout d'un moment, faut marquer, parce que si on marque pas à ce moment-là, si on gagne pas ce match, tu décroches de Lille, et puis tu as Monaco derrière qui revient. Donc ces entrées-là ont fait énormément de bien, on va dire, je te parle sur le plan comptable, je ne parle pas après sur la performance, ils ont fait énormément de bien, parce que c'est eux qui font basculer le match. C'est ça, et à l'inverse également, il y a eu un retour d'un Titi parisien Parc des Princes, Alex, c'est Adil Aouchiche qui a remplacé Kazri à la 60e minute. T'en as passé quoi de la prestation de Kazri d'ailleurs? Moi, de Kazri? Ouais. Écoute, c'était moi j'ai trouvé que c'était une prestation assez moyenne, mais en fait je voulais juste revenir quand même sur le truc, c'est que Trépy tout à l'heure disait quand même que les changements ont été décisifs côté parisien, et l'ont été aussi côté Stéphane. Oui, bien sûr. Parce que Banga qui rentre à la mi-temps, au final il est impliqué sur les 2 buts, hein, derrière. Donc et c'est ça, c'est qu'au final, Aouchiche qui est sollicité à la 61e minute sur une action, Di Maria qui tente sa chance à la 73e minute, il va tirer à côté, Florenzi également qui va tenter sa chance, angle fermé à la 76e, et pareil, hein, les Parisiens ne trouvent pas le cadre, et là, contre toute attente, et clairement, moi le but, je sais pas pourquoi, je le sentais, alors pas parce que Saint-Etienne domine ou quoi, mais je me suis dit, je sais pas pourquoi on va se prendre un but, et Traoko côté gauche qui centre, et Bouanga qui la reprend parfaitement. Rico, voilà, c'est à bout portant, mais Rico, il aurait peut-être dû anticiper un peu plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, la finition est magnifique, et même Kimpembe se fait dévancer par Bouanga, et là, Saint-Etienne mène 1-0, et là, tu te dis,
Putain, Paris va enchaîner sa 9e défaite en Ligue 1, alors qu'il y a un boulevard et Lille perd 2 points quelques jours plus tôt. Enfin, là, c'est comment vous avez vécu cette ouverture du score? Ah, moi, très bien. Moi, très bien, forcément. Après, moi, je pense que c'est peut-être plus, en voyant les images, peut-être plus Kipembe qui joue peut-être un peu mal le coup et Banga qui en profite. Après, Rico, ouais, je sais pas si Rico, ouais, il aurait peut-être dû un peu mieux se placer, mais ouais, après, évidemment que c'est magnifiquement bien joué avec ce centre de Trauco pour Banga et Banga qui en plus qui est un petit peu dans le dur là cette saison. Alors c'est incroyable parce que c'est le mec qui est impliqué le plus dans le plus de buts, je crois, à Saint-Etienne. Et pourtant, on a quand même le sentiment qu'il fait une saison assez compliquée. Donc c'est super pour lui. Ouais, moi c'est bien joué. Après, moi je pense que côté parisien, je blâmerais plus Kimpembe que Rico. Après, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai Bon, qu'Kimpembe n'est en pas. en fait, là, sur le premier but, c'est très clairement déjà un mauvais alignement de la défense. Donc, tu as Kerrer, en fait, qui fait face au centre, même s'il il est dans la surface. Et en fait, tu as Kipembe qui ne s'aligne pas avec lui et qui a une mauvaise position, un mauvais positionnement sur Bouanga. Donc, c'est pour ça, après, qu'il passe que le centre passe, en fait, devant Kerrer et devant Kipembe. Ça permet à Bouanga de marquer. Et sur le deuxième but, forcément, ben, oui, tu en veux un petit peu à Rico parce qu'il dégage mal le ballon. Est-ce qu'il aurait pu la capter? Parce que la frappe, je la trouvais pas si puissante que ça, tu vois. Moi, je suis sûr que vous à ce moment-là, il faut la boxer, quoi. Et quand tu la boxes, il faut la mettre loin. Avec Navas cet après-midi, vous n'auriez pas pris le deuxième. Ouais, je pense aussi. Je sais pas, parce qu'après, tu as aussi. Après ça, c'est mon côté aussi où j'aime bien regarder les comportements humains des joueurs. Tu as aussi Bakker qui délaisse complètement Amouma derrière lui, tu vois. Donc à un moment donné, tu regardes le ballon parce que c'est un petit peu normal, mais dans le football, tu regardes le ballon adversaire. Là, clairement, il n'a pas regardé, tu vois. Ouais, et puis après, il y a peut-être eu une mauvaise communication aussi entre Rico et Bakker, quoi, sur ce coup-là. Enfin, probablement, même. En tout cas, Trippi, je pense que tu as eu l'ascenseur émotionnel parce que pas eu le temps d'être déçu sur l'ouverture du score que Mbappé, aussi bien contre les gros d'Europe et aussi contre les gros en Ligue 1, va prendre ses responsabilités et va récupérer un long ballon bien transmis par Herrera pour contrôler et ajuster parfaitement croisé le gardien Stéphanois Green et égaliser même pas 30 secondes après. Et là, tu te dis, Mbappé, avec toutes les critiques qu'il a essuyées depuis quelques temps, là, clairement, il commence 2021 sur les chapeaux de roue avec Barcelone, Munich, Lyon. Là, il est inarrêtable. Là, il est inarrêtable, mais de toute façon, il a jamais été dans le dur, hein, parce que quand tu regardes ses stats, passe décisif, il est là, but, il est omniprésent. Mais nous, en fait, ce qu'on reprochait un petit peu à Mbappé, c'était c'était dans ses performances. En fait, il nous laissait sur notre faim. Tu vois, c'est des fois, il se mettait dans un registre un peu Neymar quand il n'était pas là. Des fois, il ne voulait pas faire les efforts, que ce soit défensif ou même offensif, à faire des appels de balles. C'est plus sur ça, en fait. C'est plus sur son contenu de match qu'on pouvait lui reprocher quelque chose. Mais sinon, au niveau des stats, il a toujours été présent, il a toujours mis ses buts. Mais là, c'est vrai que là, il a pris une dimension. Je pense que l'apport de Pochettino y est pour beaucoup. Le fait qu'il soit compétiteur, ça rentre aussi dans ce schéma-là. Mais voilà, c'est vrai que là, il marche sur l'eau. Et je pense que le déclic, je pense que ça s'est fait aussi contre Barcelone. Contre Barcelone à l'aller, où voilà, clairement, le collectif, on va dire, parisien s'est mis au service de Mbappé, ce qui lui a permis de mettre ses buts fabuleux. Et puis après, voilà, il est rentré dans une continuité. Et moi, la différence maintenant que je vois avec lui, c'est que sur ses appels de balles, ils sont beaucoup plus tranchants et ils partent de beaucoup plus loin. Et c'est ça, moi, un peu que je reprochais. C'est qu'il arrivait sur des contre-attaques, il n'arrivait pas à avoir cette transition de partir en profondeur pour libérer l'espace. Et quand on voit ses buts contre le Bayern, quand on voit les buts aussi contre Barcelone, son but là contre Saint-Etienne, où clairement le latéral droit qui est rentré à la place des Puchy, il est complètement à l'erreur. Je suis désolé de te dire ça, ami Stéphanois, mais son manque d'intention sur un long ballon de presque 30 mètres, voire 40 mètres, ça pour moi, ça c'est inexcusable, tu vois. Ça pour moi c'est inexcusable, mais voilà, tu sens que dans ces appels de balle, il est beaucoup plus tranchant, et c'est ça que moi je veux de Mbappé, tu vois. Et là, dans ces 30 derniers mètres là, qu'il soit un peu comme un Cavani, tu vois, dans ses appels de balle,
qu'on aimait tant, tu vois, dans ces appels de balles de rupture. Et là, il le montre clairement. Et là, sur cette égalisation, là, je pense que ça met un gros coup au moral aux Stéphanois qui ont eu également un ascenseur émotionnel. Et là, le tout monte sur le terrain, tu le vois entre Amouma et Mbappé. Tu vois également, voilà, on sent que les deux équipes ne veulent pas perdre ce match et ne veulent pas se contenter de ce match nul. Ah, ça réveille tout le monde, mais je pense qu'à mon avis, on l'a aussi un peu pris parce que c'est un truc con, mais après, Sophie pourra probablement en parler en l'ayant vécu, mais je pense que c'est un truc con dont on parle régulièrement, mais à mon avis, je pense qu'on est un petit peu dans l'euphorie encore du but, quoi. Ouais. Parce que quand tu vis 75 minutes, quand tu vois 75 minutes, après, je sais pas comment les joueurs l'ont vécu, mais c'était 75 minutes assez tristoun quand même dans l'ensemble, et bim, tu marques le but. Voilà, honnêtement, je pense qu'à mon avis, voilà, les mecs étaient encore un peu dans le truc. Et puis voilà, et puis après, bah ouais, c'est Moukoudi qui se foire un petit peu sur ce but. Et il y a Camara aussi qui est un peu aux fraises. Mais oui, bah forcément, ça amène un énorme coup parce que bah voilà, forcément, tout le score, t'es au top et 30 secondes après, tout est à refaire, quoi. Mais pour te couper, c'est déjà arrivé en première mi-temps sur un long ballon de Herrera entre les deux défenseurs centraux stéphanois, où Mbappé il fait un contrôle porte-manteau et le défenseur revient. Donc tu vois, donc tu sens que ce problème stéphanois sur le match, hein, en termes de positionnement sur la trajectoire de long ballon, elle est problématique. Et puis après, t'as Mbappé en face, quand même, Mbappé qui te fait des courses aussi à 3000 km/h à un moment. Voilà, quoi. On va en parler, mais on va en parler de ces courses à 3000 km/h parce que on a vu la réaction d'Mbappé qui va au charbon. Il a même fait une espèce de retour. Après, il s'est empalé sur un Stéphanois, dit d'un catcheur MMA. Voilà, c'est ça. Donc bon, il y avait sûrement faute, mais en tout cas, on voyait l'état d'esprit. Et sur la même action, bien sûr, c'est si je dis pas de bêtises, c'est Di Maria qui combine avec Icardi, qui lance Mbappé et qui est d'abord sur le ballon et qui crochette Green. Et je pense qu'à l'expérience, Mbappé obtient ce penalty logique. Et il se fait justice lui-même en croisant sa frappe. Et là, Paris mène 2 à la 87e. Et tu te dis, en fait, Mbappé, il a retourné le match à lui tout seul, quoi. Bah ouais, c'est ça, il a retourné le match à lui tout seul et c'est là où tu vois qu'il a galvanisé, comme je dis, il a galvanisé toute l'équipe. Tu sens que cette rage de vaincre qu'il a, cette soif de victoire, cette soif de titre, cette soif de trophée qui l'anime en fait au quotidien. Et je pense qu'il a retrouvé. On avait tendance aussi à voir qu'Mbappé avait perdu cette motivation parce que la Ligue 1, bon, il a fait le tour de la Ligue 1. Golden Boy, meilleur buteur, meilleur joueur. Et je pense qu'il avait du mal à retrouver cette motivation intrinsèque qui lui manquait. Et je pense que cette fin de saison qui arrive, il a retrouvé cette motivation, tu vois. Cette motivation, elle s'est multipliée entre les matchs qu'il a pu fournir, les performances qu'il a fournies en Ligue des Champions. Tu vois le match de Strasbourg qu'il fait, il fait une grosse performance aussi. La contre Saint-Etienne, c'est à peu près pareil, tu vois. Tu sens qu'il retrouve cette motivation qui l'animait quand il était à Monaco. Donc tu vois, on remonte très loin. Le jeu qu'il a aujourd'hui Mbappé, c'est le jeu d'insouciance qu'il avait à Monaco. Ses appels de balles, cet instant de buteur, c'est ce qu'il avait à Monaco et ce qui lui manquait au Paris Saint-Germain. Parce que voilà, au Paris Saint-Germain, quand tu viens, c'est complètement différent. C'est notre atmosphère, c'est d'autres problèmes, tu vois, où tu as plus la possession. À Monaco, il ne l'avait pas beaucoup. Mais là, il arrive à retrouver ce peps-là. On appelle ça cet enfant intérieur qu'il avait à Monaco. Il arrive à le retrouver maintenant au Paris Saint-Germain. À mon avis, je pense aussi, c'est parce que comme la saison est particulière et qu'en Ligue 1, c'est assez compliqué, il y a ce supplément d'âme que tu dois avoir justement pour finir l'année, sachant qu'il y a l'Euro derrière. Et à mon avis, moi je pense à titre personnel que Mbappé ne restera pas au PSG la saison prochaine. J'espère me tromper, mais je ne pense pas. Et j'ai l'impression qu'il ne veut pas partir, ou du moins il ne veut pas finir cette saison particulière sur un échec. Il veut partir sur une bonne note. Voilà, c'est ça. Donc moi je pense... Moi, je pense qu'il a la conscience professionnelle fait que voilà et c'est de bon augure hein, et au final on en a besoin et là tu arrives à 5 minutes de temps additionnel et tu vois même Draxler qui va s'embrouiller avec l'arbitre de touche pour perdre du temps alors qu'il est sur le banc. Enfin le match il peut partir dans tous les sens à ce moment-là. Tu dis il peut tout se passer, mais je t'avoue Alex que je m'attendais pas à une égalisation comme ça parce que quand Boanga frappe et que Rico la repousse sur Amouma qui égalise, en fait la frappe. Je me dis, bon, il est au 20-25 mètres, il se met sur son pied droit, il frappe, mais je me suis dit, mais la frappe n'était pas assez dangereuse pour qu'il y ait un coup sur cette action. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça.
C'est ça, ouais. C'est vrai que oui, Rico qui la repousse, tu te dis bon, ok, et Amouma qui est bien placé, il joue bien, et voilà, il est au bon endroit et il en profite parfaitement. Mais c'est vrai que mais moi, je vous avoue, j'étais évidemment très content, mais j'ai été aussi très surpris, honnêtement. Voilà, puis, en plus, quand t'es le PSG, c'est bon, quoi, t'es 2-1, tu commences à boucler, et voilà, essayer à te garder le ballon, tout ça. Et là, non, j'avoue que les Verts ont bien joué le coup là. Bien joué le coup. Avec Banga encore à la passe décisive. Ouais, Bien sûr. Banga, pour le coup, qui fait une excellente rentrée et qui est encore décisif sur cette action. Donc là, ça fait 2-2 à la 92e minute. Et là, clairement, on se dit, franchement, si PSG perd 2 points comme ça, après être revenu de loin grâce à Mbappé, et on a vu là, la réaction de Mbappé qui s'agaçait, alors là, ça aurait été très cruel. Et la minute après, tu vois Di Maria tenter une série de dribbles sur le côté, il obtient le corner, il tire direct, ça tape le poteau, mais là, franchement, à ce moment-là, on pouvait vraiment tout s'imaginer. Et là, Trippi, je te lance sur cette dernière action où Di Maria qui place un petit pont et qui tape la tête d'Icardi. Alors là, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'il y a une passivité de la défense stéphanoise sur ce but parce que je trouvais vraiment Icardi étonnamment seul et la défense impuissante, alors qu'en soi, le centre était beau, enfin, je le trouvais intéressant le centre, mais je trouvais que ce soit le gardien ou la défense, ils se sont un peu regardés et Icardi en a profité et a glissé sa tête comme un renard qu'il est. Et contradictoire, et c'est un peu contradictoire parce que c'est l'homme qui a le moins de temps de jeu au Paris Saint-Germain qui donne la victoire aux hommes de Pochettino, c'est Icardi et fin de match complètement incroyable sur cette action et ce but à la 95e minute. Non, mais c'est sûr, là c'était vraiment un foot en folie et ce petit pont que glisse Di Maria là avant le but d'Icardi, c'est un bonbon quoi. Mais après tu sais c'est le but que le Paris Saint-Germain marque, que Icardi marque, c'est à peu près la même chose que le premier but des Stéphanois. Le problème aujourd'hui des défenseurs, c'est quand il y a un centre, ils sont plus omnibulés par le ballon que par les adversaires qui sont dans la surface. Ouais. Donc forcément quand tu es positionné face ballon et non de 3/4 entre le joueur et le ballon, bah, tu n'as plus cette visibilité, tu n'as plus cette vision de voir ce qui est autour de toi, tu vois. C'est-à-dire quand le ballon il passe, bah, forcément tu as un joueur qui attaque en avançant, dont Icardi, tu vois. Donc Icardi, lui, quand il attaque le ballon, lui, il voit le ballon et le but stéphanois. Donc forcément, il aura plus ça d'avantage qu'un joueur qui est plus en reculant. Mais ce but-là, je peux te dire que moi, sur mon canapé, j'ai crié d'une manière que ouais, tu vois, voilà, je me suis levé. Comme Mbappé, quand il y a eu le coup de sifflet final, en fait. Ouais, parce que c'est vrai, en fait, c'est vraiment une délivrance parce que tu dis que si tu perds à ce moment-là, ça peut être très très compliqué parce que derrière, ça remonte et devant, ça peut lâcher. Et ça tu peut peux aussi terminer à pas faire la Ligue des Champions. Ça peut être aussi un match, vraiment fédérateur pour la fin de saison, je pense. Tu vois ce que je veux dire ? S'il n'y avait pas ce but là pour le PSG, c'est simple, ce soir c'était 3e place. Compliqué. Monaco te rattrape, tu vois. Donc là, le Paris Saint-Germain donc là, le Paris Saint-Germain devait impérativement gagner pour rester en fait côte à côte avec Lille, parce que derrière, comme j'ai dit, ça suit, et devant, ça peut. Après, sur Lille, franchement, sur la fin de saison, ils n'ont pas cette expérience que d'autres clubs ont pu avoir auparavant, tu vois. Monaco, c'est différent. Monaco, ils ont cette expérience parce qu'ils ont des joueurs d'expérience, mais ils ont aussi cette insouciance parce qu'ils allient aussi des jeunes joueurs. Et Kovac reste quand même un très bon spécialiste en tactique et un très bon entraîneur de Ligue 1. Donc, tu as vu, c'est à voir aussi les confrontations directes qu'il y aura, les matchs aussi qui vont suivre, parce que Paris, pour le coup, ils ont plus de grands clubs à jouer. Tu vois, les adversaires directs, ils ont tout joué. Ouais. Donc voilà, donc vas-y, je te laisse. Donc voilà. Non, mais j'aurais pu te laisser, mais si tu veux, je voulais terminer sur ça. Donc le PSG du coup va partir jouer à Metz samedi prochain et entre-temps recevoir Angers en Coupe de France pour le quart de finale, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, le quart de finale. Et l'échéance à venir, ce sera surtout ce choc qu'il y aura entre Lyon et Lille dimanche 25 avril, suivi la semaine d'après de Monaco-Lyon. Donc là, Lyon sera un peu arbitre ou acteur également de ce jeu pour le titre. Et Saint-Etienne qui reste à la 13e place. Donc voilà, on va dire avec un Lyon qui va devoir jouer dans la semaine en plus sa Coupe de France contre Monaco, je crois, à domicile. Exactement, c'est ça. Donc en tout cas,
En tout cas, ça amène un bon sprint final, surtout que ouais, pour la Ligue 1, Ligue des Champions, on a appris aussi que De Bruyne allait peut-être manquer le match contre le PSG. Donc là, c'est également une bonne étoile pour les Parisiens si jamais il allait manquer ce match. Donc en tout cas, ouais. Quel dommage pour le PSG. Quel dommage, hein. Après Lewandowski, De Bruyne, c'est vraiment de la malchance pour Paris. Hein. C'est incroyable, toutes les étoiles sont alignées cette saison pour vous en Ligue des Champions. Et avec ce qu'on a appris récemment sur la nouvelle réforme de la Super League, etc. Là, c'est le moment ou jamais pour les Parisiens de remporter ce format de Ligue des Champions. Alors Paris, là, qui a 69 points, Monaco 68, à date d'enregistrement, Lyon qui va jouer contre Nantes. Hein, on va voir s'ils vont gagner, recoller au trio tête. Et Paris qui va jouer à Metz samedi. Avant de terminer ce podcast, si vous aviez, hormis Mbappé et peut-être Boanga sur la rencontre, un joueur qui vous a marqué, qui vous a vraiment pas épaté, mais un joueur à retenir sur ce match, ce serait qui? Moi, côté stéphanois, ce sera Amouma. Voilà, j'ai trouvé très présent. Puis Amouma, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Je trouve que c'est terrible parce qu'il a tellement de blessures. C'est un joueur qui est trop fragile chez nous, mais pourtant, je pense s'il n'avait pas toutes ces blessures et qu'il n'était pas aussi fragile, il serait plus à Saint-Etienne depuis un petit moment. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé son match et je trouve qu'il a bien joué quelques contres et voilà, j'ai beaucoup aimé son match. Donc c'est Amouma que je retiendrai. Et toi, Trippi, peut-être un joueur parisien, hormis Mbappé, bien sûr? Moi, Rafinha. Moi, voilà, je suis comme mon ami stéphanois. Moi, j'aime bien Rafinha parce qu'il a un jeu en mouvement, tu vois. Il a un jeu en mouvement, il se rend toujours disponible. Il a cette touche technique. Tu sais, moi, à chaque fois que le ballon il arrive, quand il contrôle semelle, je suis, tu vois, lui là, il a les poils, il joue au futsal, tu vois. C'est vraiment le prototype brésilien, tu vois, qui a joué au futsal, le contrôle semelle. Mais même, j'aime bien son investissement aussi. Il parle pas, il fait pas la tête. En fait, quand le coach le met sur le terrain, pour le coup, il rend une copie propre. Tu vois, il rend une copie propre et c'est bien d'avoir des joueurs comme ça dans son équipe, des joueurs qui sont là vraiment que pour le collectif. Voilà, il est passé par le Barça et le Barça, on sait que tout tourne autour du collectif et de l'avoir au Paris Saint-Germain, c'est pas mal parce qu'il peut pallier à des absences, notamment comme Verratti qui a été absent, et de lui de faire ce qu'il a à faire. Ça, en tout cas, c'est intéressant de voir que le banc répond présent, même si la victoire a été possible pour les Parisiens qui recollent à un point de Lille, 69 points. Échéance mercredi confirmé contre Angers en Coupe de France et surtout le match très important contre Metz pour le sprint final pour le titre. En tout cas, messieurs, merci d'avoir participé au podcast sponsorisé par Betclic. Là, je l'ai pas mentionné. Pour le prochain podcast, on fera des pronostics donc pour le match contre Metz justement. Merci à toi Trippi d'avoir encore répondu présent pour pas de problème, podcast. Merci à toi. C'était cool d'avoir ton analyse tactique et technique, comme diraient certains. Et Alex, merci à toi pour ta première apparition. J'espère que tu as bien aimé, que tu as passé un beau moment malgré la défaite. Oui, non, mais c'était très sympa et puis merci à toi pour l'invitation. C'était très sympa ce moment-là, moins le match quand même, pas moins le final. En tout cas, c'était cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce moment avec vous et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast de Passion Saint-Germain. Il est monté de taillé. Pauletta dans la surface d'affaire. Le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.